Je suis très fier de vous présenter ce second épisode du podcast Bien vieillir, c'est maintenant, avec la célèbre journaliste Laurence Dorlac, qu'on retrouve toujours avec plaisir dans Télématin le samedi et le dimanche matin. Évidemment, nous allons parler bien vieillir, et du coup, vous allez voir, on a parlé de nombreuses idées reçues qu'on peut avoir, mais surtout, à l'issue de l'épisode, vous allez avoir une énergie du tonnerre pour bien vieillir ensemble. Bonjour Laurence, merci d'être avec nous pour ce deuxième numéro de Bien vieillir dès maintenant. Alors c'est une chance de t'avoir avec nous. Alors on te connaît évidemment parce qu'on te retrouve tous les week-ends sur Télématin, le samedi et le dimanche, mais je te connais depuis plus de 20 ans maintenant parce qu'on a eu la chance de collaborer, moi quand j'étais du côté des marques beauté et toi déjà journaliste au fait de tous les nouveaux lancements. Alors, je te laisse te présenter peut-être un peu plus en détail pour ceux qui te connaissent peut-être un peu moins. Voilà, donc merci beaucoup de me recevoir. Deuxième numéro, c'est toujours un peu émouvant. Bravo pour ta démarche que je trouve originale, osée. Parce que voilà, il faut oser parler du bien vieillir, ce qui m'a beaucoup occupé un temps dans ma vie. Alors moi, je reste journaliste. Qu'est-ce que c'est que définir un journaliste ou une journaliste? Pour moi, c'est la curiosité. Rester enthousiaste de curiosité, de s'intéresser aux autres. Et puis, on va dire qu'au fil du temps, depuis plus de 30 ans de carte de presse, je pense que je peux dire que j'ai une petite capacité à m'imprégner, à comprendre des gens quand je les rencontre, ce qui se passe autour de moi, et à ensuite clarifier un peu ce qu'ils font, les aider aussi parfois à clarifier leurs histoires, et puis les restituer au plus grand nombre. Donc, aider les autres à raconter leurs histoires. Alors, ce qui est assez aussi troublant, c'est qu'il y a 10 ans déjà, tu sortais un livre, un ouvrage, donc coécrit avec le professeur Françoise Forette. J'ai choisi de bien vieillir. Et du coup, le bien vieillir était déjà ton sujet. Alors, c'est mon sujet parce que dans les hasards de mes rencontres et dans cet accompagnement, parfois aussi pour aider des gens à raconter leurs histoires, j'ai rencontré des structures qui voulaient s'intéresser à tout ce qui était, il y a la retraite, la dépendance, mais pas seulement. C'était le bien vieillir au sens large. Et quand vous êtes journaliste, etc., on peut demander aussi parfois, à côté de nos métiers, d'animer, de présenter des choses. Et moi, ayant la chance d'avoir toujours un métier de journaliste, quand j'anime quelque chose, c'est quelque chose généralement qui m'anime moi, c'est-à-dire où je vais apprendre. Et on a commencé à faire, c'est toute une structure autour de tout ce qui est mutuelle, assurance, etc. On a commencé à faire des conférences sur le bien vieillir au sens large. Et non pas uniquement parler aux gens de vous allez vieillir, donc c'est la retraite ou donc c'est la dépense, mais c'est finalement qu'est-ce que c'est que ce concept de bien vieillir, parce qu'on savait déjà que, tu as dû l'apprendre, que la sécurité sociale considère qu'on est senior à partir de 45 ans. Oui, en fait, les classifications en fonction de l'organisme, ça peut changer. Voilà, mais c'est plutôt autour de 45-50 ans, alors qu'on penserait que ça doit arriver à 70 ans. Il y a un petit shift, là, on est bon. Et ce livre, quand je discute sur scène avec Françoise Forette, c'est une gériatre qui a donné beaucoup de son temps et de sa vie de médecin pour justement essayer de faire comprendre que la gériatrie, c'était pas uniquement quelque chose, le médecin des gens hyper vieux et hyper pas bien, c'était au contraire une médecine qui peut donner des clés pour essayer de prévenir. Et c'est vraiment une médecin, une femme qui est fondue de prévention. Voilà. C'est qu'on en parlait dans l'épisode précédent avec le professeur Boulanger. Alors, il y a pédiatre, mais gériatre, il y a toujours cette image... de s'occuper de quelqu'un de très très vieux. Alors, elle a sorti un livre bien avant qui parlait de la révolution de la longévité. Donc, elle, c'est vraiment tout son sujet. Et quand on était dans ces conférences qui renseignaient sur le bien vieillir, je reprends le contexte, je voyais des gens dans la salle sidérés par la simplicité de ce qu'on disait, par le fait que quand on leur disait mais on commence à s'en préoccuper dès 55 ans ou dès 60 ans, ce serait peut-être pas idiot. Mais avant, justement, il y a ces 10 ans qui sont passés. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que sur ce bien vieillir, est-ce que tu notes, je sais pas, peut-être que c'est resté identique en disant il n'y a pas eu vraiment d'évolution? Je pense que Oli Longue Vie, quand tu m'as appelé, que tu m'as raconté ce que tu allais faire, j'ai trouvé que elle est là un peu la synthèse des 10 ans, c'est que petit à petit c'est en train d'infuser peut-être dans les esprits, que c'est peut-être pas complètement idiot de se préoccuper de tout ça un petit peu plus tôt. Petit à petit, on va peut-être arriver à lutter contre l'impact négatif qu'a ce mot de retraite. Alors, on va prendre le dossier. Alors, on y va. Alors, justement,
La définition du bien vieillir, comment on peut définir bien vieillir? Parce que du coup, voilà, bien vieillir, les deux ensemble, qu'est-ce Ouais, que ça raconte? ça semble assez antinomique parce que quelque part, faut pas se leurrer, il y a une fatalité, il y a quand même une part de choses qu'on ne maîtrise pas complètement, même si on pourra peut-être en parler. L'avenir va être beaucoup à des capteurs, à être renseigné de données, de data de partout, etc. Il n'en reste pas moins que les facteurs déclenchants, le moment déclenchant, etc. On maîtrise pas tout, quoi, Mhm. hein. On sait tous qu'on a un corps qui est perclus de potentielles maladies, à commencer même par les cancers, mais on ne sait pas quand ils vont se déclencher, et parfois pas du tout, Pas du tout. et parfois oui. Donc c'est pas le tout d'avoir les données, les capteurs, et après il faut savoir quand ça marche. Je crois que bien vieillir, donc ça peut sembler complètement antinomique, euh, c'est s'organiser suffisamment tôt dans sa vie, chacun met le curseur où il veut, mais pour à terme ne pas être isolé. Je trouve que c'est un des trucs les plus poignants, c'est quand les gens se sentent vraiment isolés, un peu seuls. Alors ça ne veut pas forcément dire être tout près, c'est pas forcément sa famille génétique, Mhm. c'est voilà, mais c'est nous sommes quand même une structure de molécules de corps qui sommes mues par l'interaction en permanence. C'est un truc qui nous plaît. Notre peau, elle passe son temps à faire enveloppe et à gérer les interactions, etc. Intellectuellement, humainement, nos émotions, etc. Elles se nourrissent, et se repaissent et réagissent à nos différentes interactions. Et quand il n'y a plus d'interaction, si on se retrouve vraiment sur son canapé, face à un écran, qui émet quand même qu'en deux dimensions, voilà, C'est quelque vrai, chose de bien plate. sûr. Il n'y a pas la perception 3D, les phéromones, le moment, etc. Donc je pense que voilà, le mot ombrelle pour moi, c'est comment je vais m'organiser pour ne pas me sentir vraiment complètement isolée. Après, il y a plein de chemins. Justement, alors c'est Ouais. ça qui est vraiment intéressant dans ce livre, J'ai choisi de bien vieillir, c'est que vous avez pris des expressions, ou enfin Mm, des choses qu'on imagine avec l'âge, et vous les avez un peu, j'allais dire, entre guillemets, démontées mm, à l'appui d'éclairages scientifiques, à c'est partir ça. d'études. Mais voilà, cinq idées comme ça, Ouais. préconçues sur... Donc la méthode, c'est une expression qui est connue des médecins, mais je le dis pour info, c'est l'evidence-based medicine. Donc c'est dire des faits qui sont fondés, hein, based sur de la littérature scientifique, sur des études. Alors, il y en a plein des études. Vous verrez dans le livre la PACWI de la chaire, la Honolulu Studies, qui travaille sur le fait de rester optimiste. Et effectivement, moi, mon boulot, c'était chercher les expressions du quotidien. Et puis Françoise Forette, je la challengeais pour lui dire, et là, tu penses à quelle étude, quelle étude, quelle étude. Après, j'allais chercher les études, Ouais, on super, recroisait c'était, ensemble et on voyait cette idée. Le premier truc, quand on est vieux, souvent, ou quand on parle des gens âgés autour de nous, concerne l'alimentation. Et là, on dit mange quoi? moins, voilà, un En- petit appétit, un appétit Voilà. d'oiseau. Oh non, je ne mange pas trop à Noël. Tu sais, moi, j'ai un appétit d'oiseau. Ou grand-mère, je te sers pas trop, tu as un appétit d'oiseau. Moi, ce qui m'a fait beaucoup tiquer quand j'ai voulu étudier cette expression-là et ce rapport aux études, c'est que d'abord, l'oiseau, il n'a pas du tout un petit appétit. Donc déjà, on évacue. Les oiseaux, ils mangent jusqu'à 3 fois leur poids. Et quand on va chercher ensuite dans des études, donc je ne vais pas vous refaire le nom des références, tout est dans le livre, Oui, oui. mais il y a des études qui portent sur l'alimentation et les gens plus âgés, et on voit qu'il est nécessaire à ce que la ration calorique, eh bien, elle reste la même. Mhm. C'est-à-dire que toute notre machine corps, elle continue de consommer, d'avoir besoin d'énergie, etc. Ça va peut-être aller un petit peu plus lentement. C'est vrai qu'on fait moins de sport, même si on va dire il faut faire du Mhm. sport, mais on est moins enclin à en faire énormément qu'à certains moments de sa vie. Mais il n'empêche. Donc se dire parce que je suis âgé, il faut que je mange moins, Ouais, en plus, je trouve que c'est une mauvaise et idée. puis surtout que l'un des premiers problèmes des personnes âgées, c'est la dénutrition. Donc, au contraire, il faut Voilà. garder. Donc après, c'est trouver les trucs. C'est-à-dire que l'oiseau, pour reprendre l'expression l'appétit d'oiseau, ben lui, en fait, pour arriver à manger 3 fois son poids, qu'est-ce qu'il fait? Il mange en plusieurs fois. On peut un petit peu fractionner. Mhm. Et puis on peut peut-être s'intéresser aussi, parce que tout ça dépend de son état physique, etc., mais avec son médecin, de quand est-ce que je mange des protéines, pourquoi pas le matin, du salé, alors qu'on n'avait pas forcément l'habitude. Et ben oui, pourquoi ne pas changer? C'est ça aussi le bien vieillir, c'est s'adapter au changement du corps. Donc, euh, le repas, il reste le même en ration, mais on peut l'apprécier un petit peu différemment. Et puis, il y a un deuxième élément derrière cette expression «Ah, j'ai un appétit d'oiseau», c'est que si je mange peu, si je mange presque pas, etc., je perds en plaisir et je perds en convivialité.
parce que c'est pas toujours très rigolo de manger avec quelqu'un qui mange pas trop, voilà. Et ce qui fait que si je perds en plaisir, tout ce qui relève des endorphines, des hormones du plaisir, etc., qui constituent aussi nos rouages de corps, etc., eh ben, on y échappe. Donc, c'est dommage. Et puis enfin, la convivialité, toujours ne pas s'isoler, pouvoir échanger avec quelqu'un. Donc, Pour bien vieillir, il faut continuer à manger bien, des rations et puis on peut expliquer à normales. quelqu'un, bah, tu sais, je déjeune avec toi, moi je vais moins manger que toi, ton entrée, ton plat, ton dessert, parce que moi j'ai mangé plusieurs fois dans la journée, parce que c'est ça qui me convient. Donc à la limite, ça c'est le privilège de l'âge, mais au moins on est ensemble et on échange. Et une assiette de frites, s'il vous plaît. Alors, deuxième peut-être idée comme celle-là que tu t'es employé à démonter avec le professeur Françoise Forette. Il y a cette autre expression qui t'a marqué, tu m'as soumise et tu as raison, c'est le cerveau se ramollit. Ouais, C'est pour ça que là, en intro, tout à l'heure, je ralentissais, c'est le cas de le dire, parce que je savais qu'on allait parler de ça, mais oui, c'est vrai, on dit, ah mince, avant, je raisonnais plus vite, etc. Alors, il y a une étude qui m'avait fait rire pas mal. J'ai vraiment parlé souvent avec ça avec François, parce que quand on prend un enfant de 7 ans et un jeune homme de 20 ans, et qu'on fait cette étude de voir qui raisonne le plus vite, eh ben on voit déjà que le 7 ans va plus vite que le 20 ans. Donc ça commence tôt. Donc déjà, ça commence tôt, cette histoire. Donc dire ensuite, quand on est plus âgé, ah ben je raisonne quand même beaucoup moins vite que mon petit-fils de 20 ans, alors que je suis plus âgé, ah ben oui, c'est le truc inéluctable. C'est moi ce qui est intéressant des études, c'est qu'on montre quand même que la capacité à raisonner, alors là, elle est complètement différente. C'est-à-dire qu'il y a une capacité de synthèse, de bénéficier d'un raisonnement qui est fondé sur l'expérience quand on est plus âgé, qu'on n'a pas forcément à 20 ans. Donc c'est « Ah, mais j'ai répondu trop vite » à 20 ans. Alors que nous, parce que maintenant, boomer, on est un peu dans le truc, mais c'est que oui, mettons-nous dans on va raisonner peut-être plus longtemps, en prenant plus de temps, mais avec un recul et une synthèse, et on va penser immédiatement à plein de trucs qui vont faire que la réponse sera peut-être plus pertinente. Donc ça, c'est le premier axe derrière, mon cerveau serait molli. Et le deuxième axe aussi, il n'y a pas toujours systématiquement deux axes, mais moi, ce qui m'a intéressé dans ces études, c'est de voir que rien n'était perdu. C'est-à-dire qu'il y a une capacité, moi c'est ça que j'adore dans le corps humain, c'est qu'il compense toujours. T'as une jambe qui marche pas bien, hop, l'autre va se remuscler, etc. Machin. Pour le cerveau qui se ramollit, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est une expression un peu compliquée, mais la réserve cognitive, c'est-à-dire qu'on a une sorte de capital dans notre cerveau, une capitale de capacité à apprendre, qui n'est pas forcément complètement flinguée en milieu de vie. Il y a toute une réserve cognitive, comme on dit, qui représente un potentiel qu'on peut encore activer. Donc ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que quand ma fille de 27 ans se met aux mots fléchés, il y a beaucoup de jeunes gens qui font les mots fléchés. Moi, je suis ravie parce que quelque part, elle commence à jouer du bien vieillir. Mm-hmm. C'est-à-dire que si elle se prend au jeu, si elle commence à connaître les différents petits carnets qu'il faut acheter, si elle y joue sur un écran, c'est convivial, même parfois, je crois, au bureau, on peut s'arrêter de bosser, faire des trucs ensemble, etc. On casse l'isolement, on échange avec d'autres et on fait travailler la gymnastique de son cerveau. Et que peut-être que cet exercice-là, elle ne le perdra pas. Et que jusqu'à ce qu'elle soit une très jolie jeune vieille dame. Et c'est ça, voilà. Donc se dire « Ah, mais j'en ai jamais fait !» Bah oui, bah alors, il n'est jamais trop tard pour commencer. Ça, c'est vrai que c'est fondamental. Enfin, voilà. Et c'est un des trucs, c'est que déjà, face à l'appétit d'oiseau, face au cerveau qui se ramollit, ça sera aussi le gros message ombrelle, c'est que c'est pas parce que je ne le faisais pas qu'il n'est pas temps de le faire. Alors, autre expression que tu nous as choisie ou que tu trouves intéressante justement à challenger. Si je continue de travailler, ça va me fatiguer. Il ne faut pas que je travaille ça. Alors ça, c'est compliqué comme sujet. Hein. Compliqué. Sur le retraite, voilà, l'âge de la retraite, etc. Là, je te laisse un peu. Et ouais, j'y vais toute seule. Hein. Et j'y vais à fond. Parce que en fait, alors ça, c'est l'avantage de l'evidence-based médecine, hein, c'est qu'on dit c'est pas moi, c'est les études scientifiques. Alors qu'est-ce qu'elles disent les études scientifiques ? Là, on est dans l'univers d'Alzheimer. Hein, c'est ça l'enjeu. Hein, on est dans l'univers du cerveau qui cahote vraiment, vraiment. Et oui, plus on travaille longtemps, plus son cerveau fonctionne. Il y a une réalité. Alors après, il faut quand même tenir compte de contexte.
quand on a ce qui relève de la pénibilité au travail, et qu'on a commencé très très tôt, vers les 13, 14 ans, etc., bien sûr que ça s'entend complètement qu'il faille réfléchir à quand est-ce qu'on arrête, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de faire travailler son cerveau. Là encore, je reprends l'exemple de tout à l'heure avec le cerveau qui se ramollit. On peut le faire travailler peut-être un peu différemment, dans l'ouverture aux autres, s'intéresser à des nouvelles choses. Oui, parce que le travail, c'est large. Ça peut être du bénévolat, ça peut être même du jardinage, c'est une forme de travail. Mais complètement. Voilà, et dans le jardinage, aller comprendre, s'intéresser à le pourquoi du comment, je taille, je coupe, je greffe, et donc se donner une mini-problématique, toquer à la porte d'une université du troisième âge, qui là aussi a un nom, les UTA, un petit peu tristouille, alors qu'en fait, il y a plein de gens rigolos là-dedans. Aller passer un CAP, voilà, on a l'impression que c'est à la mode, mais en même temps, quand on en passe, et j'en ai passé un il y a 1 an et demi, donc j'ai rencontré voilà, la broderie, on peut dire, voilà, hein, sur la broderie haute couture, et les dames, parce que pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence d'âge avec moi, mais qui avaient 60, 65 ans, 70 ans, qui passaient aussi cet examen. C'est comme moi, c'est pas pour se faire embaucher dans les grands ateliers des maisons de couture, la Sogene. C'est un challenge, parce que les conditions d'un examen, ça te met quand même dans une petite pression qui fait que tu révises, etc. Machin. Et tout le monde, quand on est allé chercher nos diplômes, nos résultats, nos trucs, tout le monde était absolument ravi d'avoir vécu ce moment un peu challenging, etc. Et moi, j'ai beaucoup entendu, je vais continuer à me mettre des petits défis avec une copine. Alors, c'est un défi pour fabriquer un truc, du coup. Je vais le faire en une semaine, tu vas le faire en un mois. Mais voilà. Alors, hop, on continue. Ouais. Encore une jolie expression qu'on challenge ensemble. Une autre expression, c'est... il y a des jeux vidéo qui existent pour les seniors. Franchement, est-ce que ça, c'est pas un peu gadget ? Ah tiens, ouais, et moi, j'ai voulu pointer un petit peu ça. Alors, il faut se replacer aussi il y a 10 ans. Est-ce qu'on en parle un petit peu plus ? Oui, parce qu'il y a un couple assez âgé qui a gagné en e-sport et en game. Voilà, donc ça, il y a eu un petit peu de la presse, je sais pas, il y a quelques mois, donc ça c'était assez rigolo. Et il y a eu des reportages avec des maisons de retraite où certains directeurs, directrices créer des challenges en maison de retraite pour des e-sports ou pour des jeux avec des jeux vidéo. Mais il y a aussi à l'intérieur de ça une famille de jeux qui est hyper intéressante, qui s'appelle les Serious Games, qui sont des jeux sur Nintendo, PlayStation, tout ce que tu veux, qui sont mis au point pour faire travailler le cerveau. D'accord. Voilà. Là aussi, on est dans la lutte Alzheimer. D'accord ? Donc, il y a le fait de jouer en quelque chose, sport, gaming, ok, ça c'est pourquoi pas, c'est super. Mais il y a aussi des jeux qui sont vraiment conçus pour... dont il faut en parler, ça aussi, avec des médecins. Alors maintenant, de plus en plus, ils renseignent. Mais je regardais les chiffres récemment, je les ai notés. C'est 7 400 000 seniors qui sont joueurs quand même de jeux vidéo, près d'un sur deux. Et ça augmente d'1,1 million par an. Donc c'est quand même assez énorme. Alors, il y a du puzzle, il y a même le Tetris ou le Candy Crush, je sais pas quoi. Mais le truc qui va, au bout d'un moment... Alors après, il faut changer de jeu, mais qui va quand même stimuler les fonctions cognitives et stimuler aussi la rapidité des doigts. Voilà. Laurence, une dernière phrase comme ça qu'on va challenger. La dernière phrase, c'est quand on se dit que on ne s'aime pas, on ne croit plus en soi. C'est pas une phrase très drôle, mais quand on travaille sur ce sujet, je pense que tu as dû être surpris aussi de ça, c'est qu'il y a une forme de désespérance un peu tue, parce que c'est tabou. Et quand on parle avec des médecins et des spécialistes qui travaillent là-dessus, eux, ils en parlent de ça en disant des gens qui sont un peu atones, qui ont l'air la dépression de la personne un peu âgée, dépressifs, des gens qui ne se considèrent plus, qui se disent voilà, j'ai changé. On sait que pour remonter en estime de soi, c'est comme la politique des petits pas japonais. On va pas du jour au lendemain se mettre à sauter frais comme un gardon, mais il faut faire des petites choses,
où on se dit, yes, hein, là, j'ai une petite victoire, voilà, je fais un peu ma gym des mots, je fais un peu ma méditation, ah oui, bah, sur un internet, de manière très accessible, je peux essayer, etc. Et petit à petit, du coup, on s'envoie ses propres fleurs, en quelque sorte, mais il faut le faire pour que petit à petit, on reconstruise le mur de briques d'une estime de soi un peu plus solide. Parfait, merci. Alors pour voilà, ces phrases-là qu'on a un peu challengées et montré que voilà, il y avait d'autres façons de faire. Souvent, bien vieillir, ça peut paraître parfois un peu complexe parce que comme on l'a vu, c'est beaucoup de choses à la fois et il y a une dimension qui est devenue très holistique dans ce bien vieillir. Du coup, comment on peut commencer voilà, comment commencer dans cette dynamique? Comment on peut se dire, tiens, allez, là j'ai décidé de me prendre en main. Par quoi commencer? Moi, je pense que... Ah, par quoi commencer? T'as raison. Bah, d'abord par se dire que, quand même, à partir de, si on peut, mais 50, 55 balais, on peut commencer à poser un peu des jalons, quoi. Parce que du coup, on va créer un habitus. C'est ce fameux rapport au sport ou à l'activité physique. Donc c'est là qu'on va être quand même en capacité de partir en randonnée avec des gens qu'on ne connaissait pas trop, de, de se constituer du coup des contacts qui vont faire qu'on va vieillir ensemble et qu'on ne sera pas isolés. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Se mettre à manger des l'alimentation? choses qu'on mangeait jamais. Non, 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 pas forcément, mais peut-être engager les choses de manière un peu différente pour vraiment donner à l'alimentation, à la nourriture, son sens premier qui est pas simplement être un carburant, mais qui est de nourrir au sens physique et intellectuel. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que maintenant, dans des maisons de seniors, dans des initiatives de collectivités locales, il y a beaucoup d'ateliers intergénérationnels de cuisine. D'accord. Donc, pourquoi ne pas profiter de ton expérience et de dire, eh ben voilà, comme je suis un peu plus seule, parce que bon, souvent c'est statistique, hein, c'est des femmes, etc. Mais ça peut être un homme aussi qui n'y connaît rien, mais qui vient quand même faire une mousse au chocolat ou un truc comme ça. Pourquoi ne pas partager et participer à ce genre d'ateliers et de choses, ce qui fait qu'on va amener un savoir, on va échanger, et là on va retrouver un peu le plaisir du partage, le plaisir d'offrir à l'autre un moment, c'est ça, faire à manger, hein, quelque part, et du coup avoir plaisir à repartager ensemble. Et aujourd'hui, je me dis, je vais me faire une assiette colorée, donc je vais tester les graines de lupin, très cher au Portugal. Je vais tester le pois chiche qu'il faut faire tremper, que je transforme en houmous qui est très à la mode, mais je fais un houmous de betterave. Ah tiens, bon, et là, stimulation intellectuelle, Garder cette curiosité. intérêt, curiosité, et du coup, l'assiette devient une sorte de voyage culinaire, intellectuel, et du coup, ça me nourrit au sens vraiment large. Voilà, moi, c'est ces deux grands domaines-là. Après, je pourrais te dire, bien sûr, il faut lire, bien sûr, pourquoi pas, mais pas forcément en premier. Alors, ton livre, votre livre, avec le Ouais. professeur François Forêt, s'appelle J'ai choisi de bien vieillir. Et c'est vrai que ce terme, j'ai choisi, il y a quand même une posture volontariste. Ouais. C'est ça. Merci de l'avoir souligné parce que c'est vraiment ça et c'est ce qui a un peu étonné parce que et notamment il y a 10 ans où voilà, il y a eu d'autres livres sur le bien vieillir juste un petit peu après, qui étaient les clés pour bien vieillir avec une doxa, voilà, des grands autres médecins, professeurs qui sont. Alors moi, c'est pas mon style déjà de donner des conseils et de dire ça c'est bien et ça c'est pas bien. Je sais pas faire de l'influence comme ça. Et puis avec Françoise, plus on échangeait sur l'ouvrage, plus on voyait à quel point le petit moteur, faut le trouver en soi, quoi. Et que malheureusement, voilà, on récolte ce qu'on va semer. Et bien sûr, je l'ai dit en préambule, il y a une forme de fatalité génétique, environnementale, parce que selon l'endroit où on vit, le soleil, le stress, tout ça, etc., ça va générer des pressions, on va dire, qui vont déclencher chez nous des potentiels problèmes. D'accord. Mais globalement, et alors, en synthèse, il y a un truc, une étude, la fameuse Honolulu, là, que j'adore, qui porte sur le caractère optimiste ou non des gens. Et quand elle me signale cette étude, je me plonge dedans, et là, je découvre un truc que j'ai trouvé génial, c'est que les gens optimistes déclenchent moins de maladies que les gens pessimistes.
Et ça, c'est un truc, bon, après, il faut rentrer dans le détail de l'étude, mais vraiment, hein, tout. Et là, on se dit, ah ouais, d'accord. Donc, si je change mon état d'esprit, Le fameux mindset, comme on ben, dit maintenant. voilà, ça peut agir quand même. Si je regarde les trucs sous un autre angle de caméra, mon assiette n'est plus simplement un carburant, mon sport n'est plus simplement un lieu de désespérance parce que je ne suis plus aussi performant qu'avant. Et puis il y a l'amour, on en parle aussi. C'est pareil, c'est pas les mêmes performances et la tendresse, bordel. Eh ben pourquoi pas. Et malgré une littérature, des magazines, des émissions qui vont pousser à être performant, être super, etc. Eh ben non, on transforme les énergies et on va devenir doux dans l'échange, dans la relation à l'autre de complètement autre manière. Parce qu'on parle d'amour aussi. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on va y venir. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément. Je reconnais que je t'avais pas mis dans la liste de questions, mais c'est ça la joie du direct. N'est-ce pas? Non, non, mais voilà, et c'est là qu'on voit que c'est une histoire de petit moteur. Si, il y a une auteure, Élise est là, parce que sur justement l'avancée en âge aussi, elle est épatante, c'est Marie de Henzel, qui a beaucoup travaillé sur la fin de vie, mais qui travaille aussi beaucoup sur l'avancée en âge et sur ce qu'est vieillir, et qui parle beaucoup de la tendresse. Et c'est un mot pour dire, ça ne veut pas forcément dire qu'on est passif, hein. Ça ne veut pas forcément dire que c'est deux corps, quels qu'ils soient, qui ne se frottent plus. Ça veut simplement dire que il y a peut-être un temps de vie, là encore, où on va écouter les corps différemment. Un peu comme l'exemple de l'alimentation tout à l'heure, où on réenchante, comme dirait un article de journal, mais on va regarder la relation vraiment complètement différemment. Donc, la performance, le combien de fois par semaine, le et pourquoi et il s'est rien passé, etc. Peut-être mettre un peu sur pause ce type d'injonction et se dire, mais si je regarde juste la qualité de ce qui nous lie et la qualité de ce qui me lie à cette personne, voilà. Et si ça nous satisfait, eh ben oui, le problème. La longévité, ça paraît vraiment une thématique en ce moment en vogue, entre guillemets, même si j'aime pas vraiment ce terme, mais en tout cas qui mobilise. Il y a beaucoup d'innovations dans cet univers. Est-ce que tu as vu des choses qui t'ont semblé intéressantes, prometteuses, Bah oui. ou Oui. qui vont arriver là, Ouais, qui vont arriver là, rapidement, alors, ou inversement, plus longtemps? dans le prometteur, il y a tout le rapport. Je parlais au départ des capteurs, des analyses, des trucs, tout le rapport à nos chromosomes. On est en train de se rendre compte que quand on regarde les petits bouts de nos chromosomes, c'est toutes les analyses de ce qu'on appelle les télomères. Donc, c'est comme des petits capuchons qui sont au bout de nos chromosomes. Donc, vous savez qu'on a tous une carte chromosomique. Et ben, on se rend compte que si on regarde le petit bout du capuchon des chromosomes, il bouge avec le temps et il se rétrécit et qui pourrait être indicateur d'un vieillissement d'un individu. Voilà. Donc là, il y a peut-être une clé pour dire où en est votre corps dans les ralentissements, dans les trucs. Là, il se passe quelque chose chez les chromosomes, etc. Donc ça, c'est dans le super longtemps. On aura peut-être des tas de données. Après, il va falloir savoir les interpréter. Et puis, encore une fois, tenir compte de l'individu, puisqu'on sait que la notion de ce qu'on appelle de stress qui oxyde, de stress oxydatif, est aussi un critère de vieillissement important. C'est quoi? C'est les rayons du soleil, déjà, qui commencent par créer chez nous, dans nos cellules, l'histoire de stress. Et puis, c'est toutes nos émotions qui contribuent aussi à enrayer un peu les rouages de notre corps. Donc, si on a les données d'un côté, alors attendez, j'ai les chromosomes qui m'indiquent un truc, que ça va pas aller très bien. Oui, mais alors à quelle dose de stress je suis? Bah, ça dépend, ça dépasse. Donc, tout ça. Mais je pense que dans l'avenir, on va être plus renseigné en termes de capteurs. J'espère qu'en parallèle, on arrivera à bien lire un peu toutes ces données, mais ça pourrait être intéressant pour certains. Après, il y a la meilleure compréhension de la vie et de la mort cellulaire, des usines de nos cellules. Bon, tout ça, c'est dans le lointain. Dans le tout de suite, moi, ce qui me fascine vraiment, c'est le rapport à la lumière. Ah, là, je trouve que quand même, il se passe des trucs quand même. Et en fait, on a compris que la lumière, certaines longueurs d'onde de lumière, hein, parce que c'est pas la lumière simplement blanche, il y a la rouge, il y a la bleue, il y a des longueurs d'onde de lumière, peuvent aller taper dans les moteurs des cellules, je simplifie, qui se sont endormies sous les vergetures. Les mitochondries. Voilà, donc il y a des cellules qui ne réagissent pas, et puis il y a des cellules qui réagissent. Donc, on sait maintenant les pouvoirs de certaines longueurs d'onde de lumière
sur l'inflammation liée à l'acné, sur les désordres qui arrivent quand les cellules remontent dans la peau. Il y a un petit désordre qui peut arriver qui donne des taches, c'est le désordre de la mélanine, etc. On sait voilà, que la lumière peut peut-être avoir une implication dans tout ça. Et là, je me dis que ça, c'est pas inintéressant, parce que ça, c'est l'approche un peu cosmétique, mais il y aura sûrement les effets de la lumière au plus profond. Notamment sur la cicatrisation. Voilà. Prouvé aussi, voilà. Donc ça, je trouve que dans la tech, entre guillemets, c'est un truc un peu dingue. Ouais. Bon, Laurence, merci pour cet entretien vraiment intéressant et puis d'avoir passé en revue l'ouvrage qui garde toute son actualité. Alors, avant de se quitter, moi j'aime bien un petit exercice, c'est le mot de la fin. Mais alors le mot de la fin, c'est je demande de trouver peut-être la seule chose. Il y avait une chose à retenir, une chose à faire pour bien vieillir. C'est quoi? Pour toi, c'est quoi? Une chose. Se bouger. Se bouger. Se bouger au sens physique, intellectuel. Se dire que c'est action. Se dire que voilà, il y a un moment où c'est un sursaut personnel, où un jour, levez-vous, là, après, et vous dites, ben non, je vais pas subir complètement le truc, je vais essayer de me mettre en mouvement, et voilà, et selon mon niveau d'intérêt, mon budget, ma vie, etc., mais je vais au mieux essayer de... Et je suis sûre qu'il y aura des choses qui vont changer, qui seront très bénéfiques. Et ça ne pourra qu'arriver à la deuxième phrase qui est « J'ai choisi de bien vieillir, vivre plus longtemps et mieux ». Bon, parfaite conclusion. Allez, on va aller se bouger, nous. Bon, merci beaucoup et puis à très vite. Merci à toi. Merci pour votre écoute. L'épisode Bien vieillir, c'est maintenant touche à sa fin. Pour découvrir d'autres experts et apprendre à bien vieillir, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et YouTube.